Bonjour à tous. Dans la petite vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la question de l'orientation à la surface du globe. Quels sont les outils qu'on peut utiliser, comment bien s'orienter et quels sont les phénomènes naturels sous-jacents. Allez, c'est parti. Alors au sommaire de cette vidéo, je vais aborder dans un premier temps la question de l'orientation à la surface de la Terre, en vous expliquant comment bien utiliser une boussole et une carte pour s'orienter facilement. Et deuxièmement, je vous parlerai du magnétisme terrestre et de ses conséquences sur le vivant. Alors tout d'abord, tentons pour mieux comprendre de donner une première définition de l'orientation. Donc s'orienter, c'est faire quoi? Eh bien c'est très simple, c'est déterminer la position des points cardinaux, ou plus simplement le nord, ce qui nous donne la direction opposée, le sud, puis les directions perpendiculaires, l'est à droite, l'ouest à gauche. Et donc sur une rose des vents, c'est facile. On a le nord tout au-dessus, le sud dans la direction opposée, l'est et l'ouest à gauche et à droite respectivement, les positions intermédiaires, donc nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest, et les positions encore intermédiaires, nord-nord-est, parce qu'on est plus proche du nord que du nord-est, le est-nord-est, parce qu'on est plus proche de l'est que du nord-est, et là vous l'aurez compris, l'est-sud-est, le sud-sud-est, et le reste, donc le sud-sud-ouest, l'ouest-sud-ouest, l'ouest-nord-ouest et le nord-nord-ouest. Ok, alors la direction nord-sud va donc suivre ce qu'on appelle le méridien du lieu qui relie donc le pôle nord et le pôle sud à ce moment-là. Donc voici la direction nord-sud, ils vont donc suivre les méridiens, ici en rouge. Et la direction est-ouest, voilà ici en vert, sera donc perpendiculaire à cette direction nord-sud et suivra donc les parallèles, donc ici en vert. Alors, posons-nous la question de l'orientation à partir d'une carte. Où lit-on l'orientation? Eh bien, en fait, c'est très simple. On a pour ça une convention qui dit que le nord cartographique doit toujours être donné par la bordure supérieure de la carte, donc dans le sens de la lecture. Et si pour des raisons X ou Y cette convention ne peut pas être respectée, alors on doit l'indiquer par une rose des vents. Comme c'est le cas de la carte ci-dessous, où pour pouvoir optimiser la place de la carte, on a dû incliner celle-ci. La rose des vents apparaît donc ici, en jaune, de manière inclinée, et donc on peut bien connaître la position du nord par rapport à la carte. Maintenant, sur le terrain, il est nécessaire de savoir repérer le nord pour se repérer ou interpréter les éléments de la carte. Alors comme vous le savez sûrement, on repère le nord grâce à un outil qu'on appelle une boussole. Une boussole de terrain est donc composée des éléments suivants. Un plateau en plexiglas qui est gradué pour tracer des distances sur une carte et sur lequel on a indiqué une flèche de direction et sur laquelle aussi est fixé un cadran gradué, ici en bleu, dont les graduations sont en degrés, qui est rotatif, afin d'ajuster une flèche d'orientation en rouge. Et dans ce cadran tourne une aiguille aimantée qui indique la direction du nord à l'aide de la partie rouge. Alors, comment bien se préparer au travail de terrain maintenant? Rapidement, comment pouvons-nous voyager d'un point A, ici sur la carte, à un point B, ici, à l'aide d'une boussole et d'une carte? En fait, c'est très simple. Vous allez commencer par tracer une ligne qui joint ces deux points et placer le plateau dans la direction de la marche. Ensuite, vous devez tourner le cadran rotatif afin de le placer dans la direction du nord, c'est-à-dire tourner la flèche rouge vers le bord supérieur de la carte. Ceci va vous donner ce qu'on appelle l'azimut, qui est donc l'angle calculé en degrés formé entre le nord et la direction choisie. Cet angle est le même qu'au centre de la boussole. Et il est donc donné par la valeur d'angle en face de la flèche de direction sur le plateau, ici en jaune. On a donc, si vous regardez un peu plus précisément, la valeur entre 140 et 160 degrés, c'est-à-dire un angle de 150 degrés. Alors ça c'est très bien quand on est chez soi, mais concrètement, comment on va faire sur le terrain? Vous allez donc commencer à tenir votre boussole droite devant vous, avec la flèche de direction dans la direction plus ou moins de votre destination approximativement. Ensuite, vous allez utiliser la valeur d'azimut que vous avez trouvée sur la carte, donc ici 150 degrés, et tourner le cadran pour que la graduation 150 soit face à la flèche de direction. Il vous suffira ensuite de marcher en gardant l'aiguille aimantée face à la flèche rouge du cadran rotatif. Et là, vous atteindrez votre destination sans trop de problèmes. Alors si je reprends une question d'un élève posée il y a 2 ans, qui me disait donc, si on suit le nord de la boussole, qu'on marche, est-ce qu'on va arriver au pôle nord? Alors, que peut-on répondre à cela? Mais en fait, non.
c'est pas tout à fait correct. On arrivera en fait au pôle nord magnétique. Alors vous allez dire que c'est la même chose, que je joue sur les mots. Mais pas vraiment en réalité. Le pôle nord que vous connaissez, celui où se rejoignent tous les méridiens, est en fait le pôle nord géographique ou cartographique. On le note en fait grand N petit g. Tandis que le pôle nord magnétique, qui est en fait l'endroit où le champ magnétique sort de Terre, est localisé à quelques centaines de kilomètres de là, sur le point rouge ici. Celui-ci sera noté NM. Donc on peut noter pôle nord magnétique NM. Donc si vous suivez le nord de votre boussole, vous arriverez au point rouge et non pas au pôle géographique. C'est important de savoir cela car les cartes se basent sur le pôle nord géographique et non pas le pôle nord magnétique. Donc si on regarde bien, on a un angle qui va se former par exemple entre notre position en Belgique ici et donc le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. Il y aura une différence entre les deux, la différence qui clignote ici. Et le pire, c'est qu'en fait cet angle évolue dans le temps. Regardez cette carte qui consigne la position du pôle nord magnétique depuis 1831. Eh bien, depuis cette date, le pôle nord géomagnétique a parcouru près de 2500 km pour atteindre sa position actuelle. Alors, pour nous, actuellement, regardez, ça nous arrange, car la direction du pôle nord magnétique tend à joindre celle du pôle nord géographique. Cet angle tend à se réduire de plus en plus, comme ici en noir. Mais dans d'autres régions du monde, ce n'est pas le cas. Regardez ici au Canada, où ils ont un angle de près de 20 degrés de différence. Il faut donc corriger nos valeurs d'orientation, si on va au Canada, pour tenir compte de cette différence. Eh bien, cet angle, c'est ce qu'on va appeler la déclinaison magnétique, qui se note delta, voilà, ou D, et qui correspond à l'angle entre la direction du nord magnétique, NM, et la direction du nord géographique, NG. Cet angle est noté sur chaque carte afin de rendre vos visées plus précises, voilà, comme sur cet extrait de carte topographique par exemple, ici à droite, où vous pouvez donc corriger vos valeurs en positif ou en négatif par rapport à la date où vous prenez votre azimut. Alors toujours par rapport à une question d'un élève, mais au fond, qu'est-ce qui va créer les pôles magnétiques? C'est une excellente question et ça va me permettre d'embrayer sur la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire la question du magnétisme terrestre. Tout d'abord, il faut savoir que la Terre se comporte comme un aimant, c'est-à-dire qu'elle influence la trajectoire des objets métalliques passant à sa proximité. Qu'elle influence aussi d'autres aimants, comme par exemple nos boussoles, et enfin qu'elle génère un flux magnétique qui part du pôle sud et qui rejoint le pôle nord magnétique. En fait, si l'aiguille rouge de la boussole est un pôle nord d'un aimant, alors il sera attiré par les pôles sud. Un aimant avec un pôle nord est attiré par un pôle sud. Et donc le pôle nord géomagnétique est en fait un pôle sud en termes de magnétisme. Ou l'inverse, en fait c'est juste une question de convention. On a décidé que la flèche qui pointait vers le pôle nord géographique était en fait un pôle nord magnétique. Mais en fait c'est peut-être en termes de magnétisme tout simplement l'inverse. Ou alors c'est le fait que la boussole, la flèche rouge de la boussole est en fait un pôle sud magnétique. Alors pour symboliser ce champ, on le représentera sous forme de lignes de flux, comme ici sur le dessin, partant du pôle sud et rejoignant le pôle nord. Mais ceci ne répond pas à la question. Qu'est-ce qui fait que la Terre se comporte comme un aimant géant? En fait, cette question est toujours en suspens, car les recherches sur ce qui se passe dans les entrailles de la Terre sont bien entendu très difficiles. Tout simplement parce qu'on n'a pas facilement accès à ces informations, à ces lieux où règne une température incroyable de plus de 5000 degrés. Alors les chercheurs estiment qu'en fait le magnétisme terrestre est dû au mouvement du fer en fusion dans le noyau externe, dans ce qu'on appelle des mouvements de convection. Alors, où est situé ce noyau externe? En fait, à plus ou moins 4000 km de profondeur, entre le noyau interne, vous le voyez ici sur l'écran, et le manteau intérieur. Eh bien, ce noyau externe est en réalité liquide, contrairement aux autres couches de la Terre, qui elles sont solides, et c'est dans cette région, en fait, que le magnétisme terrestre serait créé. Ces mouvements de convection seraient entretenus grâce au mouvement de rotation terrestre, qui leur éviterait en fait de s'effondrer complètement. Ici, c'est une vue d'artiste en bas à gauche qui présente donc ces énormes flux de convection où le fer en fusion passerait, créerait un courant électrique qui lui-même générerait un courant magnétique.
Enfin, je terminerai cette vidéo sur une dernière question d'un élève. Celle-ci me disait: donc en fait, le magnétisme terrestre nous sert juste à nous repérer sur Terre? Eh bien là encore non, car le géomagnétisme est aussi très utile pour bien d'autres choses. Entre autres, le géomagnétisme nous protège de ce qu'on appelle le vent solaire, qui est en fait constitué de particules radioactives, donc émises par les couches externes du Soleil, et qui nous frappent directement. Ces particules de haute énergie interagissent avec le géomagnétisme, qui jouera le rôle à ce moment-là de bouclier contre ces particules nocives, en les faisant dévier vers l'espace ou vers les régions polaires. Donc le vent solaire, retenez que ce sont des particules radioactives, et si je prends l'exemple ici avec des petits points bleus, vous voyez qu'en fait elles vont progressivement se faire dévier, soit vers l'extérieur, vers l'espace, soit vers les régions polaires. Et c'est bien entendu ce qui donnera lieu aux aurores polaires, aux aurores boréales ou australes. Donc ce sont des phénomènes de toute beauté qui symbolisent le combat acharné entre ces particules néfastes et les particules qui constituent notre atmosphère. Donc vous avez ici une vue qui a été prise en pause longue de ce qu'on peut voir, donc c'est un phénomène vraiment magnifique au pôle Nord. Mais ce n'est pas tout. Le géomagnétisme est aussi en fait bien utile pour d'autres espèces. Regardez notamment pour les espèces migratoires comme les oiseaux, certains poissons, les abeilles aussi. Et les chercheurs ont démontré qu'en fait leur cerveau était constitué de cristaux de ce qu'on appelle magnétite, qui est un minéral faiblement aimanté, qui se retrouve soit dans des bactéries dans leur cerveau, donc il y aurait des bactéries dans leur cerveau comme ceci, vous voyez les cristaux de magnétite à l'intérieur, soit sous forme de paillettes, comme ceci, qui s'orientent par rapport à la position de l'oiseau ou la position de l'animal. Et bien ces paillettes appuieraient en partie sur leur nerf optique et ils verraient des zones d'ombre à l'aide desquelles ils pourraient se repérer facilement dans leur paysage. Alors, bien entendu, la multiplication des lignes à haute tension dans les paysages ruraux perturbe très fort les animaux qui sont bien plus sensibles que nous au géomagnétisme. Donc si le sujet vous intéresse, je vous redirige vers les sites qui m'ont apporté beaucoup de réponses sur ces questions liées au géomagnétisme, et comme à l'accoutumée, je vous renvoie à la Khan Academy qui vient d'ouvrir son site en français, donc la fr.khanacademy.org, pour tout ce qui concerne les mathématiques et les sciences en général. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine.